On ne parle que de ça. Il y a 25 ans, l'Afrique du Sud mettait un terme définitif à l'apartheid. Alors aujourd'hui, 25 ans après, comment ce pays, comment cette nation arc-en-ciel dont rêvait Nelson Mandela se porte? Pour en parler, je reçois la journaliste spécialiste de ce pays, Sophie Bouillon. Bonjour Sophie Bouillon. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous connaissez très bien l'Afrique du Sud pour y avoir vécu et travaillé près de 7 ans et y avoir écrit d'ailleurs un chouette livre dont on parlera à la fin de cette émission. 25 ans après l'abolition de son régime ségrégationniste qui visait concrètement à conserver la suprématie blanche, l'Afrique du Sud en a-t-elle fini avec la question raciale ? Non, loin de là, et je dirais même que ça revient encore plus et davantage aujourd'hui par rapport à, effectivement, moi la première fois où j'y suis allée, c'était en 2005, où le chemin était encore évidemment immense, mais où on avait tous les Sud-Africains avaient l'idée qu'ils allaient dans le bon sens et que ça demanderait encore du temps, mais qu'on arriverait à cette fameuse nation arc-en-ciel. Aujourd'hui, je pense que les langues se sont beaucoup déliées, notamment aussi avec la mort de Nelson Mandela, qui représentait un petit peu le grand-père qu'il ne fallait pas trop fâcher dans la famille. Après la mort de Nelson Mandela, il y a eu une crise économique, une crise économique qui a frappé l'Afrique du Sud, un président avec des gros scandales financiers. Beaucoup de corruption au sein de l'ANC. Voilà, exactement. Et du coup, ça devient de plus en plus tendu entre les communautés. Si on doit parler de certains vestiges de l'apartheid aujourd'hui, s'il en subsiste encore, vous les avez vus, ils sont comment ? Tout est vestige de l'apartheid en Afrique du Sud, que ce soit la nourriture, parce qu'encore aujourd'hui, on ne mange pas la même chose si l'on est blanc, si l'on est noir, si l'on est métis. Donc ça, c'est un vestige de l'apartheid. Le vestige de l'apartheid, c'est géographique. C'est les immenses townships à la sortie des villes qui ont été construits pendant l'apartheid pour ghettoiser en fait chaque population selon sa race. Les townships noirs, on essayait qu'ils soient invisibles, donc on ne les voyait pas. Il fallait les éloigner le plus possible des centres-villes. Ça faisait partie d'une des lois d'ailleurs, mise en place en 1948. Donc ça reste. Il y a eu le vestige aussi de la statue de Rhodes. De cette université à Cape Town, qui a été finalement démantelée. Mais les noms des rues aussi sont sujettes à débat, tout est sujet à débat en Afrique du Sud. Winnie Mandela en 2013 disait « Économiquement, nous sommes toujours exclus, l'économie reste blanche ». Concrètement, qu'est-ce qui a changé positivement pour les Noirs, ou devrait-on dire les non-blancs aujourd'hui ? Avec la loi de empowerment qui a été mise en place en fait à la fin de l'apartheid, cette loi a beaucoup de défauts parce qu'elle oblige les compagnies à avoir un quota de personnes couleurs dans son conseil d'administration. C'est pas l'idéal puisqu'en général, pour arriver à ces postes, il faut c'est au mérite. L'avantage, c'est que ça a permis de créer une élite noire visible. Et pour avoir beaucoup fréquenté des jeunes Sud-Africains, d'avoir une élite visible vers laquelle on peut tendre, c'est très important. Ça crée une classe moyenne, ça a accéléré le processus de mélange de classe moyenne, notamment à Johannesburg, d'ascenseur social. Je pense qu'aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Clairement, je pense qu'en 1994, en 2000, c'était des choses qui, malheureusement, étaient assez essentielles. 25 ans après, vous parliez de la communauté blanche, l'ascension sociale des Noirs, mais on a toujours l'impression qu'il y a une forme de paranoïa dans la communauté blanche. C'est toujours un barricadement ultra sécurisé derrière des murs d'enceinte barbelés et caméras à l'appui. Finalement, cette nation arc-en-ciel dont je parlais au début de cet entretien, c'est un mythe, c'est un mirage, si ce n'est un mensonge aujourd'hui. Pour être tout à fait honnête, oui, en fait, je vais peut-être prendre des exemples très caricaturaux, et en fait non, parce que dès qu'on sort de Johannesburg, en fait, on est dans la caricature de siècles qui n'ont pas avancé. Donc, mais les gens ne se connaissent pas. Et vraiment, ils ont la même identité, la même nationalité, mais ils ne se connaissent pas. Et ils ne se rencontrent pas.
donc ils ont peur. Mais parce que les uns des autres. C'est l'histoire du pays qui circule encore dans leur fonctionnement, en fait. Oui, donc les peurs sont toujours là. Évidemment. On attend que les nouvelles générations peut-être prennent le relais. Oui, et je pense que ça arrivera, si ça doit arriver, ça arrivera effectivement avec ces nouvelles générations, dans les grandes villes où déjà les écoles commencent à être un petit peu mixtes. Mais malheureusement, c'est encore une minorité. Et moi, je me souviens, la toute première fois où j'étais allée, j'étais très jeune, hein, j'avais 20 ans. Et la famille dans laquelle je vivais, c'était des vieux Sud-Africains d'origine anglaise. Et elle n'était pas allée au centre-ville depuis 1995. Et elle m'avait dit... La dernière fois que j'y suis allée, j'étais à la gare routière, je me suis cachée derrière un pilier. Et vous en parlez dans votre livre. Oui, on va citer une Edith Pintade en Afrique du Sud. Edith Pintade en Afrique du Sud, vous citez ce moment, effectivement, où elle a une vision apocalyptique du centre-ville. Et finalement, que parce qu'il y a un train qui arrive avec des écoliers noirs. Elle dit, mais j'étais terrorisée, j'ai appelé mon mari, c'est la dernière fois qu'elle est allée au centre-ville. Et c'était en 2005, et ça faisait 10 ans qu'elle n'était pas allée 3 km plus loin de chez elle, quoi. Mais donc, cette violence dont elle avait peur, cette dame, finalement, aujourd'hui, on en parle beaucoup, vu d'ici. C'est une violence omniprésente qui est née, finalement, de la fin de l'apartheid. C'est une société très, très, très violente. Parce que les inégalités sociales se sont creusées. Parce qu'il y a plein de facteurs. Parce que les inégalités sociales se sont creusées et sont très visibles. C'est-à-dire que vraiment, vous passez d'un bidonville comme en Inde à un quartier qui ressemble à Los Angeles avec ses piscines et ses grands arbres, mais en 3 minutes. Donc ça, c'est difficile. Parce que moi, je reste persuadée que des décennies d'apartheid ont annihilé le concept d'être humain, que la vie n'a plus vraiment de valeur pour beaucoup de personnes en Afrique du Sud, que le sida est un énorme problème en Afrique du Sud et que énormément d'enfants naissent dans des familles sans parents et que tout ça, ça déstructure une société. Je pense qu'il y a énormément de raisons. Et puis, il y a beaucoup d'armes à feu. Parce qu'après, beaucoup de viols aussi. Beaucoup de viols. Parce qu'après, encore une fois, des décennies de lutte, il y a des armes qui sont en circulation. Donc, c'est une société très violente. Et pour avoir ensuite travaillé uniquement en Afrique, nulle part ailleurs... En Afrique, j'ai eu peur d'être tuée pour un cambriolage ou un vol de téléphone portable. Et en Afrique du Sud, c'est quand même quelque chose, alors on n'y pense pas tout le temps, mais qui est présent. Je parlais des jeunes, et on va reparler de nouveau, et en particulier les jeunes qui vivent en Afrique du Sud, les Sud-Africains. Quelle vision ils ont, quel regard ils portent, ceux qui sont nés après l'apartheid, ceux qui sont nés libres, on va dire. Est-ce qu'ils la rejettent, cette apartheid ? C'est une révolte d'un autre temps, ou est-ce qu'ils se l'approprient, ils essayent de la garder, de s'en souvenir justement pour aller de l'avant ? Je pense que dans le processus de réconciliation qui a été fait, qui a été très mal fait en Afrique du Sud, je pense qu'on a longtemps essayé de balayer ce qui s'était passé avant, en gardant quelques grandes figures, dont Nelson Mandela, qui... rassembler un petit peu tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse sud-africaine a besoin de se réapproprier ce qui s'est passé avant, noir comme blanche. Je pense qu'on ne leur a pas raconté, on ne leur a pas dit. Et du coup, ils le cherchent un petit peu eux-mêmes, et souvent en se radicalisant, du coup. On part de très 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 loin, et moi j'ai rencontré un jeune dont je parle dans le livre, effectivement, qui avait 17 ans à l'époque, qui vivait dans un township à Johannesburg. Johannesburg, donc vraiment capitale économique, qui est censée être la plus ouverte, Il vit à 2 km du quartier le plus riche. Lui, dans une baraque de tôle, il n'avait jamais parlé à un blanc. Il avait 17 ans et il vivait à Johannesburg. Donc, peut-être dans la rue, il avait dit, même sûrement pas d'ailleurs, mais quand ils se sont adressés à moi, c'était la première fois qu'ils s'adressaient à un blanc. Donc on part de très très loin. C'est quoi aujourd'hui le grand combat de l'Afrique du Sud ? Je pense qu'aujourd'hui, le grand combat de l'Afrique du Sud, c'est un combat économique. C'est un pays, encore une fois, pour avoir ensuite fait tout le reste du continent, on se rend compte de la richesse, mais au sens propre du terme. C'est-à-dire que c'est un pays qui a énormément d'industries par rapport au reste du continent, énormément d'entreprises.
des infrastructures qui sont... alors, les Sud-Africains aiment beaucoup se plaindre, mais franchement, c'est quand même un pays où il y a des routes qui sont très bonnes, il y a des problèmes d'électricité, mais rien de comparable avec le reste du continent. Mais il faut que cette économie soit mieux distribuée. C'est le seul moyen. Et il faut surtout les populations noires et color non blanches, voilà, n'avaient pas le droit de fonder leur entreprise. C'était interdit. On n'avait pas le droit de s'enrichir, donc on n'avait pas le droit de fonder une entreprise. Et ça, encore aujourd'hui, malheureusement, c'est encore très très lourd. Et on attend beaucoup de l'État. Parce que le système de l'apartheid était un système qui mettait sous perfusion les gens. Et on attend... Et c'est dur d'y retourner pour moi parce que les Sud-Africains attendent. Et j'ai écrit un article l'année dernière quand j'y suis retournée sur la xénophobie, parce qu'ils sont très anti-africains. Et les Congolais et les Nigérians que j'avais rencontrés sur place me disaient faut les comprendre, ça fait pas si longtemps qu'ils sont décolonisés. Nous aussi, pendant 15 ans ou 20 ans, on a cru que c'est l'État qui allait nous aider. Il faut juste qu'ils le comprennent, qu'ils vont s'en sortir par eux-mêmes. C'est assez triste, mais c'est un constat. Et il faut que l'Afrique du Sud trouve un esprit d'entreprise et c'est le seul moyen, à mon avis. Ça peut passer par un leader politique, un nouveau leader. Oui, et puis il faut décoloniser les esprits. Et vraiment, c'est pas facile. 50 années d'apartheid, 47 années d'apartheid, c'est lourd. Et c'était un régime extrêmement lourd. Je pense que même nous, on se rend pas compte. Ça, c'est certain. Parce qu'on parle de Mandela. Oui, Mandela, c'est beau. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière dire pendant 47 ans à 92% ou 88% de la population que c'est sous-homme, quelles conséquences ça a sur le très long terme. Et voilà, ça va prendre beaucoup de temps, effectivement. Merci beaucoup, Sophie Bouillon, d'être venue au Figaro. Merci pour cet entretien. Et je vais rappeler que pour tous ceux et toutes celles qui veulent mieux connaître l'Afrique du Sud, qui veulent la connaître au plus près des gens, grâce à des histoires concrètes, je leur recommande donc la lecture de votre ouvrage « Une vie de pintade en Afrique du Sud » et c'est chez Kalman Levy. Merci encore. Merci à vous.